La femme qui vendait du poisson était en route pour livrer sa marchandise, lorsqu'elle remarqua une voiture arrêtée sur le bord de la route. En s'approchant, elle découvrit un homme évanoui à l'intérieur. Affolée, elle le tira jusqu'à l'hôpital. À son réveil, l'homme avait perdu la mémoire. N'ayant nulle part où aller, il décida de rester et d'aider la femme à vendre du poisson. Avec le temps, ils se marièrent et eurent 2 enfants. Pendant 6 ans, l'homme ne retrouva jamais la mémoire. Mais leur vie était paisible et remplie de tendresse. Chaque jour, il vendait du poisson au marché. Et en rentrant, il retrouvait ses enfants adorables et sa femme attentionnée. Il se sentait profondément heureux. Jusqu'au jour où, en livrant des marchandises, il fut effrayé par une voiture et tomba au sol. Les produits se répandirent partout. Et sa tête heurta violemment le sol. Le conducteur se précipita pour l'aider. Et en voyant son visage, il resta stupéfait. C'était son patron disparu depuis 6 ans. L'assistant sortit alors une photo de l'homme avant sa disparition. On y voyait un PDG assis dans un grand bureau lumineux, bien différent de l'homme simple d'aujourd'hui. Soudain, l'homme sentit une vive douleur dans la tête. Et tous ses souvenirs lui revinrent d'un coup. Il se rappela qu'il était le président d'une grande entreprise. 6 ans plus tôt, le jour même de l'introduction en bourse de sa société, sa mère avait organisé une grande fête pour célébrer l'événement. Mais sur le chemin du retour, un enfant surgit soudain sur la route. Pour l'éviter, il donna un coup de volant brutal, et perdit la mémoire à la suite de l'accident. Aujourd'hui, bien qu'il ait retrouvé son passé, il avait tout oublié de ces 6 années passées auprès de sa famille. Assis dans la voiture, il sentait confusément qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel. Son assistant lui dit que c'était sûrement la nostalgie de sa mère. Effectivement, il pensa à elle avec émotion. Pendant ce temps, sa femme apprit que son mari avait été blessé. Elle prit ses 2 enfants et se précipita sur les lieux. Mais ils arrivèrent trop tard. La voiture avait déjà disparu. Elle chercha désespérément son mari dans tous les hôpitaux. En vain. Alors, elle continua à vendre du poisson pour subvenir aux besoins des enfants. Et pour attendre le retour de son époux. Mais les ennuis ne tardèrent pas à venir. Un jour, son étal fut renversé. Le responsable du marché lui annonça que le terrain avait été racheté. Et qu'elle devait partir. La femme supplia, expliquant que c'était son seul moyen de vivre. Et l'endroit où elle attendait son mari. Mais l'administrateur resta insensible. Ses 2 enfants se mirent courageusement devant elle pour la défendre. Mais ils étaient encore trop jeunes. Alors qu'elle pensait être expulsée, sa cousine arriva. C'était justement la personne qui avait racheté le stand. Celle-ci travaillait comme chef de l'équipe de nettoyage, dans le groupe appartenant au PDG. Et son mari y occupait un poste de direction. Jalouse depuis l'enfance, elle profita de la situation pour humilier la femme. Sous prétexte de l'aider, elle lui proposa ironiquement un emploi de femme de ménage dans son entreprise. La femme refusa d'abord, elle voulait simplement attendre le retour de son mari. Mais sa cousine la menaça en utilisant les enfants comme moyen de pression. Elle dut céder. Ce n'était qu'un piège. La cousine comptait bien la tourmenter au travail. Même si la femme nettoyait avec soin, la cousine exigea qu'elle boive l'eau du robinet. Pour prouver la propreté des lieux. Dans la lutte, ses vêtements furent trempés. Et la cousine s'apprêta à la punir. Les enfants accoururent aussitôt pour protéger leur mère. Mais la cousine leva la main sur eux. Jusqu'à ce qu'une voix annonce: le PDG disparu depuis 6 ans est de retour. Effrayée, la cousine dut partir accueillir le patron. Avant de s'en aller, elle ordonna à 2 employés de continuer à donner une leçon à la femme. En entendant les pleurs de ses enfants, la femme pria de toutes ses forces pour que son mari revienne. Au même moment, le PDG venait d'arriver à l'entreprise. Une étrange sensation l'envahit, comme un pressentiment. Pendant la réunion, la cousine servait le thé. Entre-temps, la femme et les enfants, profitant d'un moment de distraction, avaient réussi à s'échapper et coururent jusqu'à la salle de conférence. En les voyant, la cousine prit peur et voulut les faire chasser. Mais cela attira l'attention du PDG. Le petit garçon leva alors les yeux vers lui, et reconnut aussitôt son père disparu depuis si longtemps. Les cheveux blancs de la femme commencèrent lentement à redevenir noirs, tandis que la malédiction qui pesait sur la famille de l'homme commençait à s'accomplir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprirent que la femme était en réalité leur gardienne. La véritable identité de la femme était celle d'une immortelle. 5 ans plus tôt, alors qu'elle effectuait son apprentissage dans le monde des humains, elle avait été en grand danger et c'est l'homme qui l'avait sauvée à temps. Pour lui rendre grâce, elle l'avait épousé. Mais elle découvrit ensuite que la famille de son mari portait une malédiction vieille de 100 ans. Afin de le protéger, elle l'envoya à l'étranger et resta seule pour chercher un moyen de rompre le sort. Elle s'installa dans cette maison pour protéger la famille. Mais son apparence se mit rapidement à vieillir. Pendant 5 ans, elle pria chaque jour les divinités. Il ne restait plus que 3 jours avant que la malédiction ne soit définitivement levée. Ce jour-là, elle reçut enfin la nouvelle du retour de son mari. Mais à sa grande surprise, il revint accompagné d'une maîtresse et d'un enfant illégitime. Voyant la femme devenue vieille, l'homme fut stupéfait. Il affirma ensuite qu'il avait agi ainsi pour aider à briser la malédiction. Selon lui, l'enfant né de la maîtresse apporterait la protection divine à la famille. La femme comprit alors que cette maîtresse appartenait à une branche lointaine de son propre lignage. Mais non à la lignée principale, elle n'avait donc aucun véritable pouvoir. L'homme refusa de la croire et installa la maîtresse et l'enfant dans la maison. La femme réalisa alors qu'il la trompait depuis longtemps. Pourtant, fidèle à sa promesse de gratitude, elle décida d'attendre la fin du rituel avant de partir. Tant que le trésor sacré et l'autel restaient intacts, tout irait bien. Mais elle découvrit bientôt que le bijou protecteur avait été mis autour du cou du garçon. Ce talisman devait être porté par l'homme lui-même. Elle s'empressa de le retirer. Mais l'homme le reprit aussitôt et le remit à l'enfant. La femme pria silencieusement pour que l'autel puisse encore protéger la famille. Elle envoya alors son frère chercher un autre talisman pour nourrir la puissance de l'autel. La maîtresse, jalouse de la richesse
maîtresse de la femme, versa exprès dans son bol une soupe avariée. La femme remarqua immédiatement la supercherie et prit un autre plat frais. La maîtresse, stupéfaite, vit soudain son enfant se mettre à pleurer. Folle de rage, elle voulut jeter de l'eau au visage de la femme, mais l'eau se renversa sur elle-même. L'homme accourut et accusa la femme d'avoir maltraité sa maîtresse. Celle-ci déclara alors que la femme possédait d'immenses richesses, tandis que l'enfant, censé protéger la famille, n'avait rien. L'homme exigea que la femme donne tous ses trésors à l'enfant. Elle refusa fermement, ces objets servaient à l'autel, et les retirer ferait perdre la bénédiction du foyer. Personne ne la crut. La belle-mère s'empara du bijou et le remit elle-même à l'enfant. La femme la prévint. Cette nuit, la malédiction s'abattra sur toi. Furieuse, la belle-mère s'évanouit sur le champ. Une fois tout le monde parti, la maîtresse montra enfin son vrai visage et tenta de frapper la femme. Mais le coup revint sur son propre visage. Furieuse, elle ordonna à l'enfant de détruire l'autel. La femme repoussa le garçon. Mais l'homme, témoin de la scène, entra dans une colère noire, et, de ses propres mains, brisa l'autel, anéantissant ainsi la seule chance de lever la malédiction. La femme décida de rester jusqu'au lendemain. Après la levée du sort, elle n'aurait plus rien à voir avec cet homme. Le lendemain, tous crurent que c'était le garçon qui avait sauvé la famille. Ils lui organisèrent un grand banquet. La belle-mère, voyant la femme, lui ordonna de quitter les lieux. Mais celle-ci déclara: si je pars, la malédiction retombera sur vous tous. Personne ne la crut. La maîtresse l'accusa même d'avoir blanchi ses cheveux pour susciter la pitié. La famille, persuadée que le salut venait du garçon, se mit à crier pour chasser la femme. Elle les avertit: dès que je partirai, la malédiction s'accomplira. Seul le frère de l'homme la crut, convaincu que c'était elle qui protégeait la lignée. La maîtresse accusa alors le frère de vouloir s'allier à la femme pour s'emparer de l'héritage. L'homme, furieux, voulut frapper la femme, mais son frère s'interposa pour la protéger et le repoussa. Après avoir guéri les blessures du frère, la femme lui dit: aujourd'hui, c'est la dernière chance que je t'offre. Puis, voyant tous ces visages hostiles, elle sentit son cœur se glacer, et décida de partir pour de bon. À mesure qu'elle s'éloignait, ses cheveux redevenaient noirs, et la malédiction tomba sur chacun des membres de la famille. Un garçon de 9 ans arriva sur la scène du crime chez les voisins. Mais, au lieu d'avoir peur comme les autres enfants, il s'approcha pour examiner les lieux avec attention. Très vite, il conclut que la direction de l'enquête policière était erronée et réduisit même la portée des suspects. Selon lui, il s'agissait forcément d'un crime commis par une personne familière à la victime. Les agents ne le crurent pas, mais la policière à côté expliqua que le garçon était son petit frère et qu'il habitait juste en face. Le capitaine changea alors d'attitude et demanda au garçon s'il avait vu quelque chose pour être aussi sûr de lui. Le petit répondit qu'au moment du crime, il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre, il n'avait rien vu, seulement entendu un cri. Il précisa également que le meurtrier n'était pas venu pour voler. Le capitaine pensa que le garçon se moquait de lui, étant donné le désordre des lieux. Mais l'enfant pointa du doigt la bague en or à la main de la victime. Ce n'est qu'à ce moment-là que les adultes remarquèrent ce détail. Le capitaine fut impressionné par la finesse d'esprit inhabituelle pour un enfant de son âge. Le garçon expliqua être né dans une famille de policiers, sans révéler qu'il était en réalité un homme réincarné, autrefois le meilleur hacker du monde, recherché et classé ennemi public numéro 1, avant qu'un éclair de lumière ne le projette dans le corps de cet enfant de 9 ans. Heureusement, son milieu familial suffisait à justifier son intelligence hors norme, et personne ne le soupçonna. 3 jours passèrent, et la police n'avançait toujours pas. Profitant du sommeil de sa sœur, il ouvrit en secret le dossier qu'elle avait rapporté. Il constata que l'enquête suivait toujours une mauvaise piste, mais remarqua un témoignage crucial: un vieil homme affirmait avoir entendu un cri vers 21 h. En comparant minutieusement toutes les déclarations, il identifia enfin un suspect précis. Après avoir piraté le réseau du quartier, il confirma son raisonnement. Il réveilla sa sœur et lui expliqua tout, celle-ci alerta aussitôt ses supérieurs. Le garçon déclara que le cri n'avait pas pu provenir de l'intérieur de l'appartement du 6e étage, un voisin du rez-de-chaussée n'aurait jamais pu l'entendre, surtout avec l'âge et la baisse d'audition. Le cri devait donc venir de la cage d'escalier, et être un élément mis en scène par le meurtrier. Mais cela posait un autre problème: si un cri retentit dans l'escalier, les voisins du dessus et du dessous sortent immédiatement. Dans ces conditions, il était presque impossible pour l'assassin de s'enfuir. Le meurtrier devait donc se trouver parmi les premiers voisins arrivés sur place, et ne pouvait venir que du 5e ou du 7e étage. Or, au 7e, un appartement était vide et l'autre occupé par un couple de personnes âgées. Le seul suspect restait donc un homme du 5e étage, célibataire depuis des années, et précisément le premier à être apparu sur la scène laissant même des traces de pas. Le garçon en conclut qu'il était le meurtrier. Les enquêteurs se demandèrent pourquoi un homme ordinaire serait resté si calme après avoir tué, allant jusqu'à induire la police en erreur. Le garçon répondit simplement: parce qu'il porte sûrement d'autres crimes sur la conscience.